Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple, de développement personnel, de sexualité, sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons parler de famille et plus précisément du système familial. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment ça fonctionne? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Alain Charpillot, qui est responsable du Centre de relations d'aide à Genève. Bonjour Alain. Bonjour Eunice. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce centre Horizon 9 que tu diriges? Oui, alors c'est un centre qui a été créé il y a 30 ans par Bernard Bailly. Et puis on fait de la relation d'aide. Alors on est 3 personnes qui conseillent en relation d'aide. Il y a un psychologue et un psychothérapeute. L'objectif de ce centre, c'était parce que on a souvent tendance dans les milieux chrétiens à spiritualiser des problèmes psychologiques. Donc ça permet un rééquilibrage. Oui, on dit souvent que si on est chrétien, on ne va pas chez le psy. Voilà, tout à fait. Donc là, on va dans le centre de relations d'aide. Ça va, c'est moins... C'est plus facilement joue, acceptable que d'aller chez le psychothérapeute, effectivement. Donc tu rencontres beaucoup de personnes et que tu aides dans leur démarche personnelle, familiale, de couple. Tout à fait, les couples. Et en couple, on est toujours 2, un homme et une femme. Ça, pour nous, c'est important. La famille et l'individu, les ados, les adultes et puis les jeunes enfants, c'est un collègue spécifique qui s'en occupe. Alors justement, c'est peut-être bête comme question, on va commencer par ça pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Comment est-ce qu'on définit la famille? Alors la famille, c'est un système où il y a plusieurs personnes, d'où je fais la différence entre couple et famille. Donc un couple, ce n'est pas une famille. Un couple, c'est pas une famille en soi, du moment où il y a 2 personnes. Et ça devient une famille quand il y a un enfant qui vient. D'accord. Et voilà. Ça m'interpelle, mais je prends la définition, ok. Oui, parce que ce qui concerne le couple, c'est quelque chose qui est pour 2 personnes. Et la famille, c'est vraiment une interaction avec plusieurs. Plus que 2. Plus que 2. Et d'ailleurs, on parle de couple conjugal et de couple parental. Et d'ailleurs, quand il y a une séparation, c'est le couple conjugal qui se sépare, alors que le couple parental, lui, il est toujours là. Ouais. Il existe toujours. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de cycle familial, Oui. de système familial. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors justement, un système, c'est parce que au moment où il y a une personne qui vient dans la famille, il y a tout le système qui change. On dit quand il y a un bébé qui vient, il faut au minimum 3 mois pour que tout le monde retrouve sa place. Au minimum, je pense, oui. Au minimum. Mais on peut y arriver avec 3 mois. Mais voilà, on dit au minimum 3 mois pour que chaque personne retrouve sa place. Voilà. Oui, ça perturbe l'équilibre, ça c'est sûr. Tout qui à fait. était installé. Tout à fait. Et quand il y a un deuxième enfant qui vient, ça perturbe encore de plus parce que le premier enfant, il était là, il était seul, il avait toute la place. Maintenant, c'est pas 2 personnes qui doivent se réajuster, c'est 3. C'est 3. Ouais. Et avec l'arrivée du deuxième enfant, ça peut créer des difficultés. Alors dans un premier temps, tout le monde est tout heureux, le premier se réjouit, puis en même temps, au bout d'un moment, il réalise que, ah ouais, attends, je suis plus seul ici. Et d'ailleurs, on remarque que quand la famille rencontre des nouvelles personnes, ou des personnes qui voient le nouveau-né, vers qui on se tourne? On se tourne vers le nouveau-né. Mm-hmm. Et puis le premier, est-ce qu'on le regarde encore? Et depuis que j'ai conscience de ça, personnellement, je fais attention. Je dis d'abord bonjour au premier, et après je me tourne vers le nouveau-né. Pas qu'il se sente délaissé. Ben oui. Parce que déjà, il va être délaissé par nature parce que c'est obligé. Hein, il va se sentir délaissé, c'est pas qu'on le délaisse. Ah. Et c'est là où il y a beaucoup l'aspect de la perception. Et dans un système, et notamment quand il y a plusieurs enfants dans une famille, chaque enfant va voir et va vivre les choses de manière différente. Selon son âge, sa personnalité, Tout à fait. la place qu'il a dans la famille. Tout à fait. D'accord. Donc il y a cet équilibre qui existe dans une famille, qui est sans cesse renouvelé, réajusté. Tout à fait. C'est ce que tu appelles des crises? Oui, alors les crises dans la famille, c'est entre autres quand il y a un nouvel enfant qui vient, quand il y a l'adolescence qui apparaît, on connaît la crise de l'adolescence, mais quand il y a crise d'adolescence, une crise dont on ne parle pas, c'est la crise des parents.
parce que les parents vivent aussi une crise. D'ailleurs, je pense que beaucoup de parents anticipent ce moment, cette phase chez leurs enfants. Ils anticipent, mais comment? Peut-être plus en ayant Ils peur. appréhendent, voilà, Ils c'est plus ça, appréhendent. ils appréhendent. Et avec ça, ben, on met plein de choses. Et il y avait quelque chose que j'ai appris dans mes cours, c'est que quand on met un cadre au niveau des enfants, les enfants arrivent à l'adolescence, il ne faut pas restreindre le cadre. On ne peut que garder le même ou l'élargir. Et ça, c'est un élément important qu'on ne connaît pas. Et des fois, on se dit, l'adolescence est là, il faut peut-être qu'on serre un peu plus la vis. Et là, ben, c'est dommage parce qu'on ne fait pas du bon. On n'accompagne pas comme il faut les enfants à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres crises? Ben, la crise la crise du nid vide, quand les enfants partent, quand il n'y a plus personne, plus d'enfants, il y a comme ça des étapes. Quand ben, il y a les enfants qui se marient, quand il y a des nouvelles naissances, on devient grands-parents. Alors justement, c'est une question, oui, pardon, je te coupe. Pas de problème. Mais les grands-parents font-ils partie de la famille? Alors, parce que tu dis que le couple, c'est une entité à part, et les grands-parents? Alors, c'est pour ça qu'on parle de famille nucléaire, quand c'est les parents, papa, maman et les enfants, et puis famille élargie, quand on parle des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins. D'accord, donc voilà. Il y a deux niveaux. Tout à fait, il y a 2 niveaux. Et donc, dans cette famille élargie, bah, quand les parents deviennent grands-parents, il y en a qui se réjouissent, puis il y en a, bah, ça donne le coup de vieux. Et suivant comment on est en soi-même, bah, on le vit difficilement ou on le vit bien. D'accord. Pour ceux qui vivraient mal, pour toutes ces crises que tu nous cites, c'est bien de parler des crises, mais ce qu'on veut surtout, c'est des solutions. Est-ce que tu as des idées, des clés, des petits outils qui pourraient aider à surmonter ces fameuses crises? Alors déjà, pour moi, la première chose, c'est être prêt à se remettre en question soi. Souvent, quand il y a des crises, quand il y a des difficultés, on met en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense, parce que on n'a pas envie de le voir. Alors soit on est dans le déni, soit on est dans la projection en disant que c'est l'autre qui a un problème, c'est pas moi. Souvent, ouais. Voilà. Ou on refoule. Voilà, encore il y en a d'autres de mécanismes de défense, mais on a de la peine à regarder sur soi. Et ce que je trouve dans la famille, ce qui est magnifique, c'est que à quelque part la famille c'est un miroir. C'est un miroir et ça me reflète moi. Enfin, beaucoup de choses me concernant. Oui, j'ai une expérience personnelle, je me permets, mais je trouve que quand on a un enfant, ça met en exergue les plus belles choses de toi, mais aussi les moins belles. Oh oui. Et si on n'est pas patient, quand on a un enfant, c'est démultiplié, on le voit comme une loupe, quoi, comme si on avait une loupe sur nous. Et là, ça me permet de rebondir en disant aussi qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de reproduire de nos parents. Qu'on a mal vécu. Ça ne veut pas dire que les parents ont voulu faire mal. Parce que les parents, ils ont envie de faire bien, ils aiment leurs enfants, mais eux aussi, ils ont tout un vécu qui fait que ils vont pas être des parents parfaits, comme nous, on n'est pas des parents parfaits, et comme nos enfants ne seront pas des enfants parfaits ni des parents parfaits. Et là, d'où important de pouvoir se remettre en question en premier soi-même. Et c'est ça que je dirais. Notamment quand un enfant est difficile. On a tendance à dire mais c'est l'enfant qui va pas. Alors que l'enfant, il est juste en train de dire quelque chose qui ne va pas dans la famille, peut-être au niveau du couple. J'avais accompagné une maman qui arrivait pas à faire façon de son enfant. Alors c'est vrai, elle était fille-mère, mais ça c'est une famille, il y a l'enfant et puis une maman seule. Et puis, en lui posant la question combien de temps elle passait avec son enfant, peu de temps, parce que elle rentrait du boulot, il fallait faire ci, il fallait faire ça, donc elle n'avait pas de lien avec son enfant. Et moi, je l'ai juste invitée, quand elle rentre, à prendre du temps avec son fils. Eh bien, tout a changé. Impressionnant. Des fois, c'est des petites choses qu'on fait sans même s'en rendre compte. Mais oui. Et puis, le fait de dire à l'enfant qu'il est important. On a souvent, nous, de la peine à parler d'amour, dire qu'on aime nos enfants. J'ai lu un livre, et d'ailleurs, ça, c'est un excellent livre. C'est les 10 erreurs que commettent les parents envers les adolescents et comment les éviter. C'est un pasteur de Campus pour Christ qui l'a écrit. Il avait été invité dans une famille de 3 enfants. Et puis, donc, ils ont fait le repas. Puis, le deuxième posait problème. Puis, une fois que les enfants sont partis de table,
les parents se tournent vers le pasteur puis disent, ben voilà, c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que on ne sait plus quoi faire avec le deuxième. Et le pasteur décrit la situation en disant, mais l'aîné, il est intelligent. Il attire le regard par son intelligence, par tout ce qu'il sait. Le dernier, c'est le petit clown. Donc, il attire l'attention par ce côté clown. Et le deuxième, il n'a rien de particulier. Donc, pour attirer l'attention, il fait des bêtises ou il fait des choses qu'on n'aimerait pas qu'il fasse. Il pose la question aux parents, est-ce que vous lui dites que vous l'aimez? Et les parents répondent, mais non, c'est pas tellement dans l'habitude de la famille. Et il les invite tous les jours à dire d'une manière ou d'une autre qu'il est important pour eux, qu'ils l'aiment. Oui, parce que c'est important que tu dis d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas verbales, c'est difficile d'exprimer leurs sentiments, mais il y a d'autres manières de montrer qu'on aime. Ah, tout à fait. Passer du temps, ou tout à fait. On ne va pas offrir un cadeau tous les jours à son enfant, mais c'est une manière aussi, c'est d'offrir un cadeau. C'est pas une excuse de dire, moi je ne sais pas dire je t'aime, il y a plein d'autres manières de le faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, tout le monde connaît aujourd'hui le livre de Gary Chapman, voilà, les 5 langages de l'amour, ouais, tout à fait. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et 3 mois après, ils ont recroisé le pasteur qui leur a demandé des nouvelles. Et l'enfant, il avait complètement changé. Donc, il y a des petits détails. Et ça, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est avec des petits détails, on peut changer beaucoup de choses. D'où le système. Ça change. Il suffit que je change, ça permet à l'autre de changer. D'ailleurs, souvent, on aimerait que ce soit l'autre qui change, ou on veut changer l'autre. Oui. Et ça, c'est impossible. La seule seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. D'où important, s'il y a des difficultés, de travailler sur soi pour permettre le changement. C'est dur quand même, j'ai à la place des parents, je suis moi-même parent, de me dire que s'il y a un souci dans la famille, c'est peut-être ma faute, alors que j'essaie de faire au mieux avec mon enfant et pourtant il ne vit pas forcément bien tout ce que je fais ou tout ce que je dis, et du coup c'est quand même à moi de me remettre en question. Mais tout à fait, et c'est un des aspects difficiles parce que de par notre fierté, notre orgueil, on n'a pas envie de se remettre en question. Puis on se dit, mais c'est nous qui avons raison, et puis l'enfant, il n'a qu'à obéir, et puis alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et une chose que j'ai remarqué, c'est qu'un enfant, si en tant que parent, j'ai fait du mal à mon enfant, c'était involontaire, puis que mon enfant me le dit, ma réaction première sera de me justifier. L'enfant, il n'a pas besoin qu'on se justifie. Il a besoin juste d'être entendu que mes paroles l'ont blessé. Et à partir de là, ça change. Parce que l'enfant se sent reconnu et entendu. Et je ne vais pas me justifier. Et ça, c'est pas évident, ça, à faire. Et on essaie de trouver des excuses à ce qu'on a fait, d'expliquer, d'argumenter. Mais ce n'est pas ce dont l'enfant a besoin. Non, l'enfant, il a besoin d'être entendu dans ce qu'il vit. Même si... Oui, c'est vrai que le premier réflexe serait effectivement de vouloir se justifier, d'expliquer qu'on essaie de faire au mieux, mais ça ne sert à rien. Non. Ça ne remplit pas le besoin de l'enfant. Ça ne remplit pas le besoin, il va l'entendre, mais ça ne va pas l'aider à pouvoir... Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? C'est de lui dire, ok, ma parole t'a blessé, tu t'es senti, c'était injuste. Je comprends que tu aies vu ça de manière injuste du moment où tu l'as pris de cette manière-là. Alors, ce n'était pas du tout mon intention, je te demande pardon. Et je reconnais, je légitime ce que tu as pu vivre comme émotion. Ouais. Voilà. Et effectivement, forcément, après, changer. Ouais. Accepter de... Changer ou essayer de changer. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident. Parce qu'on fonctionne d'une certaine manière. Si c'est un changement où il n'y a pas eu de blessure personnelle, on pourra le faire. Mais s'il y a eu des blessures personnelles, ça va être beaucoup plus difficile. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait tendance à vite se mettre en colère. La colère, ça exprime le fait que je n'ai pas été entendu ou que je me sens impuissant. Donc ça vient toucher qui je suis moi. Et si j'ai eu des blessures au moment parce que je n'ai pas été reconnu ou parce que j'ai une mauvaise image de moi, dès qu'il y a quelque chose qui viendra toucher cette blessure, je vais me mettre en colère. Donc si on ne fait pas un travail de fond, on aura beau prier pour que Dieu nous enlève la colère, etc., ça ne va pas le faire. Et on va refaire. Et l'enfant ne va pas le comprendre. Donc, ça va de pair pour les chrétiens, ceux qui sont croyants, demander de l'aide à Dieu, mais d'agir aussi. Mais tout à fait. En allant recevoir de l'aide auprès de professionnels de santé. Et être vrai.
être vrai auprès de l'autre, auprès de tout le système. J'avais aussi lu un témoignage d'un père qui n'avait pas eu de père. Et puis, il passait avec son enfant violence, douceur. Et puis, une fois qu'il était violent envers son fils devait avoir 9 ou 10 ans, il s'assied sur les escaliers, il met sa tête dans ses mains, il pleure et il dit à son fils, j'aimerais tellement être un bon père, mais je ne sais pas ce que c'est. Le fils le prend dans ses bras et lui dit, t'inquiète pas papa, on va y arriver. Oh. Et à partir de ce moment-là, ils ont une relation qui a permis, il ne s'est plus jamais mis en colère, il n'a plus eu de violence envers son fils. Et là, je pense vraiment que le fait d'être vrai envers nos enfants, c'est gagné. De ne pas avoir peur de montrer ses propres faiblesses. Oui. C'est vrai que ce n'est pas l'attitude qu'on attend d'un parent. Non, mais on est vulnérable. Il y a une chose que moi qui m'avait frappé, parce que j'ai travaillé à la Croix-Bleue, et une personne est arrivée une fois dans mon bureau, et puis moi, mon bureau, il avait plein de chenilles. Et puis, cette personne arrive dans mon bureau, puis elle voit mon bureau, puis elle me dit « Oh, ça me fait plaisir de voir ton bureau dans cet état. » Et moi, j'ai réalisé, ouais, pourquoi les gens, ils voient quoi de notre part? Ils voient la pointe de l'iceberg. Et d'ailleurs, on parle bien des parents, hein, les parents qui sont parfaits, les tout-puissants, qui n'ont pas de défaut. Hein, c'est l'image qu'on a du parent, mais on voit que la pointe de l'iceberg. Et il y a le fond de l'iceberg, on ne le voit pas. Et les gens, ils ont envie d'atteindre ça, ils n'y arrivent jamais. Donc il y a déception. Alors que si on montre qu'on est vrai, qu'on montre qu'on est aussi vulnérable, ça donne le droit à l'autre d'être vulnérable. Donc d'être vrai, d'être dans son humanité. C'est intéressant parce que je dirais que j'avais plutôt l'impression qu'il faut qu'on voit ses parents forts tout le temps, bien tout le temps, pour que l'enfant puisse être bien et se sentir en sécurité. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément ça qui va apporter la sécurité. Ben non, un des dangers, c'est que dans l'image aussi, hein, qu'on a le fait de honorer son père et sa mère. Quelle image on a de honorer son père et sa mère, c'est pas dire de mal. Et ça, on le voit dans les thérapies qu'on peut faire avec les personnes. Quand moi, j'invite les gens à devoir régler leur compte, en guillemets, avec leurs parents par rapport aux blessures qu'ils ont vécues. Alors, on le fait symboliquement, hein, on ne va pas aller vers les parents, à moins que les parents peuvent l'entendre. À ce moment-là, c'est gagné. Mais autrement, on le fait symboliquement. Mais ils ont de la peine. Certaines personnes ont de la peine à oser dire que leurs parents ont fait quelque chose de pas bien. Alors que honorer, en hébreu, c'est donner le juste poids. Donc il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes. Les choses moins bonnes, je les laisse à mes parents. Très intéressant. Mais oui. Et il y a toute notre histoire familiale. Je parle de culture familiale qu'on va amener dans notre couple, dans notre famille. Mais mon conjoint, il a aussi une culture familiale. Il va amener la sienne. Et ça va aussi créer plein de tensions, plein de difficultés. Bien sûr. Et ce qui est difficile, en plus, alors déjà, c'est tout un défi de mettre tout un système qui fonctionne bien ou toutes des personnes qui fonctionnent bien ensemble. Mais quand il y a un enfant ou une personne, ça peut être un parent, qui dysfonctionne, ça amène tout ça d'autant plus de difficultés. Est-ce qu'on peut quand même se dire qu'il y a des moments dans la famille où l'équilibre est là? Oui. Quand on arrive à tous jouer ensemble, et puis qu'on est tous enfants, on parle tous de notre enfant, puis qu'on joue ensemble, puis qu'on rigole, c'est des bons moments qu'on passe ensemble. Est-ce qu'il y a des moments d'équilibre qui durent plus longtemps que juste une soirée ou une journée? Ou c'est illusoire de se dire que c'est illusoire de se dire que l'équilibre il peut durer plus longtemps que ça et qu'il faut être au clair sur le fait qu'une famille c'est toujours un peu tous les jours en rééquilibrage. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre, justement? Ah oui, un équilibre, c'est comme quand on marche sur un fil. En dehors d'Horizon 9, j'accompagne les personnes qui sont amputées des membres inférieurs, hein, pour qu'ils puissent être autonomes à la maison. Mais la marche, Christian Lenoir me disait, la marche, c'est un déséquilibre avec un autre déséquilibre. Donc on est toujours comme ça, en équilibre. Et la famille, c'est ça. Et je pense que au moment où on est dans le fait d'être vrai, c'est ce qui va permettre que l'on soit bien et qu'on puisse être heureux et être dans du bonheur dans la famille. Maintenant, il y a tout le côté aussi où moi je pense que c'est illusoire de penser que tout ira bien et on pense que les familles où il n'y a pas de conflit, c'est génial.
mais un conflit bien géré, c'est ce qui nous permet d'avancer. Sans conflit, on n'avance pas. S'il n'y a pas de conflit, il y a au moins un ou certaines personnes de la famille qui se tait, qui dit rien, pour laisser l'autre exister. Les conflits sont importants dans une famille. Donc c'est normal. Comment on les gère. C'est normal. C'est même bénéfique au C'est final. même bénéfique. Si c'est bien géré, comme tu dis. Voilà, il faut apprendre à les gérer. D'où important d'aller chercher de l'aide. En quelques mots, est-ce qu'on peut dire c'est quoi un conflit bien géré? Un conflit, c'est quand on en parle, on dit ouais, mais ok, là j'ai mal vécu telle chose, là j'ai eu telle émotion par rapport à ce qui s'est passé, ou là j'ai été blessé, on peut le verbaliser, on peut le dire, on en parle, et puis on est respecté les uns les autres. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, le fait de se sentir respecté et de respecter l'autre. Est-ce qu'on peut assimiler ça, bien gérer un conflit, avec la communication non violente? Alors, c'est un outil, la communication non violente, pour permettre de bien gérer les conflits. Maintenant, la communication non violente, c'est un des outils, il y en faut d'autres aussi. Okay. Donc, on rassure toutes les familles qui nous regardent, s'il y a des conflits de temps en temps, c'est normal, de temps en temps, c'est pas non plus tout à fait tous les jours, et c'est pas non plus dans des dimensions qui blessent trop l'autre, enfin, trop, est-ce qu'on peut blesser pas beaucoup l'autre, je sais pas, mais il y a des limites aussi quand même dans ces conflits. On ne peut pas dire que si vous disputez tous les jours très fortement, c'est normal. Ah ben non, c'est pas normal, c'est pas géré, justement. Ouais, et notamment, ça peut amener, quand il y a des difficultés, hein, par exemple un enfant qui pose plus de problèmes à un autre, aux parents, ou un enfant qui peut être handicapé. Les autres enfants peuvent se sentir mis de côté, ou se mettre eux-mêmes de côté, pour ne pas poser encore plus de problèmes. C'est peut-être ça le plus compliqué dans le conflit, c'est quand, enfin, dans la famille, c'est quand on ne s'exprime pas. C'est pour ça que tu dis qu'il faut être vrai. Oui. Parce que des fois, on ne sait même pas que son enfant, il n'est pas bien. Oui. On le découvre plus tard quand ça arrive à des extrêmes, parce que l'enfant, il n'en peut plus. Et... Donc, c'est ça. Et donc, enfants et parents et enfants, ça s'adresse à tout le monde. Il faut être vrai dans sa famille, il faut parler, il faut oser dire les choses. Voilà, il faut oser dire les choses. C'est pas forcément toujours facile en face de ses parents. J'ai fait une expérience quand j'ai suivi un cours et le professeur disait que quand on arrive le soir, en fin de journée, après une journée de boulot, on est peut-être moins bien, on supporte moins bien les enfants, et puis on va peut-être être plus agressif ou moins patient au niveau de notre enfant. Et puis, la semaine d'après, c'est ce qui m'est arrivé face à mon fils aîné. Il devait avoir autour des 2 ans et demi. Et puis, le soir, quand je le couche, je m'excuse auprès de lui en lui disant, écoute, papa, il t'a rudoyé tout à l'heure, mais toi, tu étais comme d'habitude. C'est papa qui a eu une grosse journée et qui était moins patient. Il était là dans son lit couché, il me caressait sur la joue, comme si il me disait, papa, t'inquiète pas. Ils font ça, C'était juste magnifique, quoi. Ouais, donc, n'importe quel âge, ils absorbent bien, même s'ils sont tout petits. C'est pour ça que et les enfants, ils sentent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ils le perçoivent. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de conseils de remise en question, d'être honnête, de parler, de reconnaître, légitimiser, ça se dit, légitimiser les sentiments de l'autre. Est-ce qu'on peut prendre tout ça et en une ou deux phrases, est-ce que tu peux nous dire ce qui est l'essentiel à retenir dans tout ça? S'il fallait retenir qu'une seule chose de tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on devrait garder? Être prêt à se remettre en question et aller chercher de l'aide. Pour moi, c'est gage de maturité d'aller chercher de l'aide s'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou qu'on ne comprend pas. Parce que les mécanismes humains, les mécanismes psychologiques des uns des autres, on ne les connaît pas, mais Dieu nous a créés avec ces mécanismes, avec notre aspect psychologique. Et on a besoin d'aller chercher des spécialistes pour nous permettre de comprendre. Ça peut être à Horizon Neuf, à Genève, mais il y a d'autres centres dans toute la Suisse et dans tous les pays. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Exact. Je tiens à préciser que vraiment, ça m'a interpellée. Ça s'adresse aux parents, mais aussi aux enfants. Ah oui, bien sûr. Aux ados, aux plus petits. S'il y a besoin d'aide, il faut le dire. Si ça ne va pas, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Ouais. Et si on ne peut pas l'exprimer parce qu'on n'a pas les mots, on va automatiquement le dire d'une autre manière. Quand on voit des enfants qui se scarifient, ça veut dire quelque chose.
Voilà, le comportement des uns des autres exprime quelque chose. Il faut l'entendre. Donc voilà, dans des cas comme ça, qui sont quand même plus sérieux Mhm. que juste je me dispute avec mes chamailles, Mhm. avec mes frères et sœurs. Voilà, c'est un exemple que tu prends là tout de suite qui m'a fait. Comment on réagit face à un enfant qui fait ça? Eh bien, Ça veut dire, c'est un appel à l'aide, ça veut c'est dire un que ça va appel à pas. l'aide, c'est lui dire que ça va pas, puis dire écoute, je vais moi déjà aller chercher de l'aide pour savoir qu'est-ce que je peux faire avec ça, pour t'aider au mieux ou avoir la meilleure attitude te concernant. On n'a pas forcément toutes les réponses. Non. Et je vais chercher de l'aide, puis là, peut-être qu'après, je peux revenir vers mon enfant puis dire écoute, voilà, j'ai réalisé certaines choses et ce serait peut-être bien qu'on y aille ensemble. Ou peut-être que toi, tu fasses quelque chose. L'enfant, ils se sont considérés. C'est ça qui est important. Et je pense qu'il faut peut-être aussi dire que la résolution de conflits, elle ne se fait pas forcément instantanément. Non, tout à Dans des fait. situations comme ça, surtout pas. Hein. C'est Tout sûr à que ça fait. prend du temps. Mmh. Donc il faut investir du temps aussi dans sa oui. famille. Oui, C'est peut-être ce qui manque dans beaucoup de familles. tout à fait. C'est l'exemple que tu as donné de sa Exact. maman avec son enfant. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Et de rien. Alain, pour tous ces conseils, ces exemples concrets qui, voilà, ça fait du bien d'entendre ce genre de cas dans lesquels on peut se retrouver et trouver des solutions. Merci beaucoup. Et de rien. J'espère que vous avez eu des réponses à certaines de vos questions. Enfants comme parents, ça peut vous être utile, donc n'hésitez pas, encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois durant l'émission, reconnaissez vos sentiments, osez les dire, assumez aussi vos erreurs quand il le faut, discutez et prenez le temps parce que la famille a besoin de temps. C'est ce qu'on vous souhaite, Alain et moi. On se retrouve pour un prochain numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.